Bonjour Bertrand, Bonjour Philippe. merci d'être avec nous pour ce quatrième rendez-vous autour des leaders inspirants. Donc, je suis ravi que tu aies accepté l'invitation. On se connaît bien, on travaille ensemble depuis très longtemps. Je crois qu'on a été les premiers avec qui tu as fait une opération une intervention de management. Oui, mais je me Pour souviens parler très de... bien, hein, ouais. C'était vraiment un gros meeting en plus, hein, Ouais, et c'est sûr que on avait commencé fort. c'est pour ça que ouais, je serai toujours fidèle à Team One et à tes sollicitations à chaque fois, parce que c'est toujours un plaisir de travailler avec vos équipes. Écoute, c'est vraiment très gentil d'avoir accepté l'invitation. Donc, en quelques mots, Bertrand Nivard, tu es ancien pilote de chasse et ancien leader de la patrouille de France. Tu as été leader 2 ans, ce qui est une particularité parce que normalement, les leaders de la PAF changent tous les ans. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous résumer ton parcours dans l'armée jusqu'à la patrouille de France? Oui, mais j'ai une formation d'ingénieur en aéronautique. J'ai été breveté pilote de chasse. Et ensuite, j'ai fait toute ma carrière opérationnelle sur Mirage F1. 6 années passées à Colmar, sur la base aérienne de Mayenheim, où j'ai effectué 4 détachements opérationnels, 74 missions de combat, avant de devenir commandant d'escadrille et ensuite de rejoindre la patrouille de France. Commandant d'escadrille, ça veut dire quoi? Ça a été ton premier rôle de manager et de leader opérationnel? Voilà, exactement. C'est le premier poste de management qu'on peut avoir en tant que pilote de chasse. On dépasse un peu le côté technique pour avoir un rôle plus humain de gestion de l'équipe, hein, des pilotes, en parallèle avec les mécaniciens, pour monter le programme des vols, gérer l'instruction des pilotes. Et également, lorsqu'on part en opération, le commandant d'escadrille peut être le chef du détachement, donc gérer toute l'équipe sur place et mettre en œuvre les différents moyens pour accomplir nos missions. D'accord. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure avec cette notion du risque aussi pour le leader dans vos activités qui sont des activités très particulières. Et donc, suite à cette mission de leader en tant que commandant d'escadrille, tu bascules ensuite à la patrouille de France. Exactement. Alors, j'ai commencé équipier, hein, l'avion qui se trouve au milieu de la patrouille, ce qu'on appelle le charognard, hein, et je suis devenu leader l'année suivante. Voilà. Et comme tu l'as mentionné, j'ai eu la chance d'être leader pendant 2 ans. Suite à un décalage de ressources humaines, ils avaient besoin de garder la même équipe pendant 2 ans et c'est tombé sur moi. Donc, j'ai eu la chance de garder mon équipe pendant 2 ans. Et ce qui fait que les liens sont plus forts, la technicité également est plus pointue. Mais en contrepartie, il y a aussi des aspects plus humains à gérer, parce qu'une équipe comme ça de haut niveau à gérer sur le long terme, c'est plus complexe que sur une seule année où ensuite les pilotes se séparent. Ce qui est particulier un peu chez vous, c'est que le leader de fait n'est pas au-dessus des autres, il est à côté. Il n'y a pas de lien hiérarchique dans l'entreprise, comme ça peut être le cas dans nos entreprises où le manager est souvent hiérarchiquement au-dessus des équipes qui managent. Donc, son leadership est plus affirmé. Comment tu as vécu ce leadership, toi, de la patrouille de France? Alors, c'est certain que c'est particulier parce que déjà, il est vraiment partie prenante, le leader. Il est au sein de l'équipe comme les autres, hein. Il a une partie technique à faire. Il est souvent le plus jeune aussi, hein, avec son charognard. Ses équipiers sont des pilotes plus expérimentés, un peu plus anciens. Hiérarchiquement, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences. À la fin, c'est quand même le leader qui va décider, qui va prendre les décisions importantes. Mais il s'appuie vraiment énormément sur l'expérience de ses équipiers et il a besoin de créer de la dynamique et de la confiance avec les autres. Il ne peut pas prendre des décisions unilatérales sans avoir l'approbation de ses équipiers, parce qu'il faut savoir que les autres pilotes regardent le leader, lui font une confiance aveugle, et si le leader fait une erreur, ils peuvent se tuer également. Donc on ne peut pas leur donner des directives un petit peu, je dirais, autocratiques, sans prendre l'avis des autres, sans avoir une sorte de consensus au sein de l'équipe pour pouvoir avancer. Donc, il y a quelque chose qui est notamment qui est assez marquant et que relèvent souvent les entreprises, c'est l'importance d'une communication très régulière
et d'une communication surtout très franche. Et donc, il y a, on va dire, un rituel chez vous qui sont les briefings et les débriefings. Est-ce que c'est ce qui contribue en grande partie à mettre en place cette communication dont tu parles? Oui, on passe du temps à préparer nos vols, mais surtout aussi à les débriefer, à essayer d'avoir du retour d'expérience, améliorer nos pratiques. Et ça se fait, comme tu disais, mais sans langue de bois, hein, sans se cacher les choses. Il vaut mieux être franc, dire les choses, c'est comme ça vraiment que l'équipe fonctionne. Bon, nous, en plus, on est à 3 mètres les uns des autres en vol. Donc, si quelqu'un fait une erreur, il y a forcément un collègue à côté qui va la voir. Tous les vols sont filmés. Donc, forcément, on peut débriefer avec précision. Et il faut prendre ce débriefing plutôt comme quelque chose de constructif, même si on est mis face à nos erreurs, hein, à nos difficultés. Il faut prendre ça comme quelque chose qui va nous faire avancer, nous faire progresser. Et c'est grâce à cette boucle un peu vertueuse du débriefing, du retour d'expérience qu'on arrive à progresser vite et à être plus performant. Il y a une notion qui est vraiment particulièrement importante chez vous, c'est vraiment l'humain au-delà de la machine, parce que la particularité de la PAF, c'est que vous volez sur des avions assez rudimentaires, euh, euh, sans équipement de vol, j'allais dire. C'est-à-dire que vous naviguez à vue et que c'est vraiment le leader qui donne la direction. Tout le monde suit le leader aveuglément et la moindre erreur est difficilement rattrapable. Oui, alors l'Alpha Jet, en effet, c'est un avion qui est rustique, hein, comparé à un avion de combat. Et tous les pilotes qui rentrent à la patrouille de France ont déjà un certain niveau d'expérience. Ils sont au moins chefs de patrouille, ils ont quasiment 10 ans d'expérience de pilote de chasse. Donc, c'est des pilotes qui sont assez chevronnés. Et comme tu disais, vraiment, la valeur ajoutée, c'est l'humain. C'est vraiment l'équipe, la façon dont on arrive à se serrer les coudes, à passer les écueils, les moments difficiles. Faire en sorte que les meilleurs pilotes de l'équipe essaient de tirer ceux qui ont plus de difficultés. Voilà, ça marche vraiment beaucoup dans la tête, où il y a tout cet aspect de motivation, d'envie qui font qu'on arrive justement au résultat et à dépasser nos performances individuelles. Mais j'allais dire quelque part, l'armée vous formate pour avoir ce respect de la hiérarchie. Mais malgré tout, est-ce que y a une vigilance très particulière à avoir? Parce que comme tu le disais, on va dire, tu coordonnes une équipe de fortes personnalités qui ont une grande expérience, qui ont tous eu des rôles de commandement et qui se retrouvent quelque part, pas à régresser, mais à redevenir managers alors qu'ils ont été, eux, managers juste avant. Est-ce qu'il n'y a pas une complexité là-dedans dans la position du leader? Alors, l'armée, elle a cette capacité aussi à nous faire apprendre la remise en question. Et on choisit pas mal les pilotes à la patrouille de France sur leur capacité de remise en question. Il faut savoir qu'un pilote qui rentre à la patrouille de France, oui, comme tu disais, il a un très, très haut niveau dans son escadron de combat. Et là, il repart quasiment à zéro. Il a tellement de choses à apprendre. Voilà, qu'on prend ça vraiment comme un challenge, comme une chance, hein, déjà de faire partie de cette équipe. Et chaque vol, c'est une remise en question, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Et si on n'y arrive pas, ce n'est pas un échec, c'est juste un pas à passer, une marche à franchir. Et on travaille vraiment, vraiment beaucoup comme ça, là, sur l'écoute des autres. Et ce n'est pas vraiment un problème de se retrouver managé, hein. Moi, quand je suis arrivé à la patrouille de France, j'étais charognard, donc vraiment à suivre mon leader, à ne pas avoir forcément beaucoup de latitude. Mais j'avais déjà tellement de choses à apprendre que je prenais ça comme une chance. Et pour toi, est-ce qu'il y a une forme de leadership par rapport à ce que tu as connu? Tu as été donc sous un leader la première année, tu as été leader ensuite, et puis ensuite, tu as passé le flambeau. Est-ce qu'il y a une forme de leadership pour toi qui se détache avec facteur clé de réussite? Si tu devais donner les trois, quatre grands items qui t'ont suivi pendant toute ta carrière de leader, qui ont été tes points de repère, c'est quoi? La première chose, c'est d'être à l'écoute vraiment, hein, de son équipe, sentir
vraiment l'ambiance, les aspirations des autres. Ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est créer de la confiance. Ça, c'est primordial. Ça va dans les deux sens. Il faut faire confiance à ses équipiers, mais les équipiers doivent nous faire confiance. Et le troisième mot… Pardon de te couper, mais tu le travaillais ou pour toi, ça passait par l'exemple, c'est-à-dire tu te fixais comme but d'être exemplaire en te disant, voilà, par mon comportement, je vais avoir la confiance de mes équipes. Alors, la confiance, c'est déjà une valeur qu'on nous apprend dans l'armée. Hein. Quand on part au combat, en mission, il faut faire confiance à tous les acteurs qui sont autour de nous. On ne va pas commencer à regarder ce que fait le voisin. On se concentre déjà sur ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à être plus focus sur notre travail, être plus performant si on ne commence pas à regarder dans la gamelle du voisin. La confiance, ça se travaille aussi par la transparence. Quand on parle de nos erreurs, quand on se remet en question, quand on est voilà, franc les uns envers les autres, ça crée de la confiance. On ne cache pas nos erreurs. Voilà. Pardon, je te coupe à nouveau, mais c'est vraiment un point qui est revenu sur les 3 entretiens qu'on a fait précédemment. On se trompe régulièrement dans l'entreprise parce qu'on a l'impression, quand on est manager, que dire je ne sais pas, je me suis trompé, c'est un signe de fragilité par rapport aux équipes. Et les 3 entretiens qu'on a fait avant, à chaque fois, c'est revenu en disant le manager doit avoir la capacité de dire en premier, soit je ne sais pas, soit je n'ai pas les réponses, soit je me suis trompé, et de se débriefer lui-même en priorité. Oui, c'est sûr qu'il faut avoir cette capacité de se dire, voilà, aujourd'hui, sur ce vol, j'ai fait une erreur. Est-ce qu'on pourrait améliorer ça la prochaine fois? C'est comme ça qu'on progresse très rapidement. Si on a l'impression d'avoir toujours raison, forcément, sur la moitié de nos décisions, on va avoir tort. À la patrouille de France, ça peut être assez terrible parce que si on commence à accumuler les erreurs, on peut avoir des gros problèmes de sécurité des vols et engendrer des incidents, voire des accidents. Et le troisième mot, tu me l'as en fait un petit peu volé de la bouche parce que je voulais parler d'exemplarité parce qu'il y a un leader, s'il veut créer la confiance, s'il veut être à l'écoute et qu'on l'écoute également, il faut à minima qu'il fasse ce qu'il demande aux autres, à ses équipiers, à son équipe. Voilà, si je demande aux gens d'être transparents, à moi d'être transparent également. Si je demande certaines choses techniques aux autres, essayer de le faire également. Voilà, c'est être exemplaire, ça permet de tirer la quintessence de son équipe. Et ça, c'est très important. Mais du coup, comme on le disait précédemment, tu es leader de fait, mais hiérarchiquement, je ne sais pas comment c'est organisé. Est-ce que les autres équipiers te voient vraiment comme quelqu'un au-dessus d'eux dans le commandement ou à côté? J'imagine que c'est plus à côté qu'au-dessus dans l'esprit. Donc, est-ce que ça facilite pas justement la critique? Est-ce que tes équipiers te challengent pas plus facilement parce que ils n'ont pas ce frein hiérarchique? Alors, tout à fait. Dans les débriefings, les pilotes les plus anciens vont forcément challenger le leader sur sa façon dont il a pu tourner le vol, la présentation en vol, hein, qu'on appelle la série. Parce que de son travail découle quand même toute la qualité technique du travail des équipiers. Si le leader va piloter de manière un peu rugueuse, pas précise, forcément, derrière, c'est beaucoup plus difficile à suivre et le résultat global va être moins bon. Donc, forcément, après chaque vol, le leader va écouter un petit peu le débriefing de ses équipiers les plus anciens, ceux qui ont plus d'expérience et qui sont donc à même de juger l'aspect technique. Et ça, c'est pour la partie en vol. Ensuite, le leader, il a quand même une place un petit peu au-dessus des autres dans tout ce qui est prise de décision, sur la façon dont on va gérer l'équipe sur le long terme, on va dire, la progression des gens, s'il faut recadrer un petit peu certaines choses. Voilà, toujours dans l'écoute, bien sûr, en prenant des avis, mais à la fin, en décidant. Je pense que pour un manager, pour un leader de la patrouille de France, c'est vraiment important. C'est bien donner le cap à son équipe, être force de proposition et prendre des décisions. Écoute, je crois qu'on a évoqué les points clés.
Et pour faire un parallèle un peu plus fort avec l'actualité, ce qu'on vit, donc tu as été sur le terrain régulièrement, donc avant la patrouille de France et puis ensuite en tant que leader. Je ne sais pas si tu as eu à gérer des crises, on va dire des crises humaines ou des gros problèmes en opération. Et si tu as connu ça dans ta carrière, comment le leader doit réagir pour très vite remettre son équipe en selle. Enfin, j'imagine qu'au moins, en théorie, tu as dû avoir des sujets à traiter qui peuvent être un bon parallèle avec ce qu'on vit actuellement dans nos entreprises. Alors forcément, dans l'armée, ou alors, tu ne l'avais pas mentionné, mais tu sais, j'ai été pilote de Canadair et de Tracker après C'est vrai, mon c'est vrai. passage dans l'armée. On vit des moments de crise qui sont assez terribles, hein, parce que nous, on joue forcément sur des côtés de vie et de mort. Hein, donc parfois, là, l'été dernier, on a un collègue sur Tracker qui s'est tué. Moi, je sais, quand j'étais à la patrouille de France en tant que leader, j'ai 2 équipiers qui se sont touchés. Donc, on passe, soit on a carrément des décès, hein, soit on passe tout près d'accidents graves. Donc, c'est des moments où le moral, le mental est vraiment très bas. Et c'est justement la force du collectif qui va nous faire sortir de ces moments difficiles. C'est retrouver ses camarades, de la cohésion, de l'envie ensemble d'avancer, de passer ce cap, de franchir ce cap et d'essayer de voir le positif toujours. Se dire ma mission, ce que j'ai à faire, c'est Léo. Pour revenir au monde de l'entreprise, un chef d'entreprise, c'est son enfant, en fait, ses salariés. Il n'est pas là contre eux, au contraire, c'est sa force vive. Et il sait que tout le monde en ce moment est un peu dans le désarroi, dans la difficulté financière, savoir comment va se passer l'avenir. Et c'est justement en gardant le contact, en essayant de donner des objectifs, des caps à toutes ces équipes qu'on peut avancer. Mais surtout ensemble. Alors peut-être garder de la communication. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai un petit peu rangé les crampons. Je suis pilote à Air France. Je sais qu'on a de nombreux meetings en visio, même avec Ben Smith. On a beaucoup de communication. Et ça fait du bien de voir qu'il y a encore un lien entre nous, de savoir que l'entreprise, elle existe encore, elle est toujours là, et que l'activité va reprendre, qu'on va recommencer en serrant les coudes, en repartant d'une feuille blanche, hein, presque, mais au moins beaucoup de communication entre nous. Non, parce que ce que je retiens de notre échange, grosso modo, pour les grandes thématiques, c'est de dire que le leader demain, enfin le manager en entreprise, il aura besoin de communiquer beaucoup. Il ne devra pas hésiter à dire je ne sais pas, la période est tellement exceptionnelle que on va voir ensemble comment on reconstruit et on rebâtit une stratégie, mais j'ai pas la réponse, que ça affectera pas forcément son leadership d'adopter cette attitude. Et ensuite de maintenir, on va dire, un lien fort de communication. Ça a été évoqué pas mal aussi par Bernard Tellier lors du premier entretien, de débriefer au retour du confinement très vite les gens, mais sous un angle qu'on aborde peu en entreprise, c'est un débriefing émotionnel pour libérer la parole. Voilà, donc je ne sais pas si vous dissociez à la patrouille de France les débriefings opérationnels des débriefings émotionnels, ou si tout ça se mélange en fonction des humeurs des uns et des autres. Mais lui préconisait, avec sa casquette, d'avoir un débriefing très opérationnel sur comment s'est passée la période de confinement d'un point de vue du boulot, comment ils ont réussi à travailler à distance, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à adopter pour la suite, et ensuite vraiment de basculer sur un débriefing émotionnel, mais de séparer les deux. C'est sûr, je vois à la patrouille de France, on est obligé de se parler de nos émotions, de ce qu'on a dans le cœur. Tous ces points, ça crée, c'est vraiment un facteur de performance. Si on ne se sent pas bien au fond de nous, on ne va pas pouvoir être performant derrière. Donc, on a besoin de se confier, de parler. On ne peut pas tout garder pour nous. Et la dernière chose aussi que le leader doit faire, c'est vraiment inspirer une attitude positive. Les autres le regardent. Peut-être qu'on transpire un petit peu sur nos équipiers, sur nos collègues. Et si on a un peu la tête en bas comme ça,
on ne va pas donner envie. Voilà, le leader, il faut qu'il ait cette envie, ce côté positif, se dire, voilà, demain, ça ira mieux, on va s'en sortir. Oui, c'est difficile, c'est même une période exceptionnelle, on n'a jamais connu ça. Mais je pense que l'humain, il a cette capacité d'adaptation et de se remettre en question pour recréer de la dynamique. Et c'est vraiment au manager, au leader d'insuffler cette dynamique dans son équipe. Donc, il y a aussi un point important, c'est que le leader doit aussi s'écouter et prendre soin de lui pour être capable d'insuffler cette énergie. Parce que on peut faire semblant auprès des équipes pendant quelques jours, mais dans la durée, on n'arrive pas à tromper son équipe sur sa vraie profondeur à ce moment-là. Donc, le leader a aussi besoin comme un sportif de haut niveau, j'allais dire, comme vous à la Patrouille de France, d'avoir une attention particulière sur ses émotions, sa façon de vivre la situation, pour être capable de renvoyer une énergie positive. C'est pas juste une posture. Ouais. Ça peut pas être juste une posture. Et oui, surtout qu'en plus, avec une période de confinement comme ça, un manager, ça reste un être humain, il peut avoir des moments de doute. Et c'est pour ça que d'être en contact avec son équipe, de sentir la force de son équipe derrière soi, ça nous permet justement d'être devant. Moi, quand j'étais leader de la Patrouille de France, j'ai eu des moments difficiles à passer. C'est grâce à la force, à l'énergie de toute l'équipe qu'on arrive justement à rentrer dans cette posture positive véritable, qui est vraiment au fond de nous, pour aller nous dépasser. Écoute, je crois qu'on a abordé. L'idée, c'est pas sur ce format-là de rentrer trop dans le détail, c'est juste de rappeler régulièrement les quelques éléments clés de réussite dans le management et le leadership. Pour parler en quelques mots de toi, donc du coup, tu as eu quand même une vie particulière entre ta première vie de pilote de chasse, la partie patrouille de France, c'est vraiment la représentation du savoir-faire français dans le monde. Et puis, tu as ensuite passé, comme tu le disais tout à l'heure, sur les Canadair, avec du risque à nouveau très important. Comment on gère cette nouvelle vie que tu as aujourd'hui de pilote de ligne avec beaucoup moins d'adrénaline parce que finalement, tout au long de ton parcours, tu as cherché le danger. Donc, c'est à la maison qu'on t'a fait comprendre que tu n'avais plus l'âge ou de toi-même, tu t'es dit que tu avais assez joué avec ta vie? Ouais, non, c'est pas forcément à la maison, mais bon, il y a un moment, il y a un temps pour tout, je dirais. Et aujourd'hui, comme ma passion, c'est vraiment de voler, moi, ce que j'aime, c'est être dans un avion. Je pense que les 20 prochaines années de ma vie dans un avion, je les voyais mieux dans un avion de ligne, peut-être découvrir le monde sur long courrier. Voilà, c'était une aspiration, quelque chose que j'avais jamais fait, donc encore redécouvrir une autre facette de mon métier de pilote, parce que l'aéronautique, c'est vraiment vaste. Mais comme dans tous les secteurs d'activité, j'imagine, il n'y a pas vraiment de limite dans les métiers, dans les différences de métiers. Voilà, donc c'est tout un pan de mon métier que j'apprends encore. Et c'est toujours agréable de se remettre en question, de repartir un peu à zéro, parce que quand on rentre dans une grande compagnie comme Air France, ben, on recommence copilote, donc il faut réapprendre, se retrouver un peu manager après avoir été manager. C'est un peu un éternel recommencement, mais c'est toujours agréable d'apprendre. Écoute, oui, je crois que c'est un élément important de longévité. En tous les cas, comme je l'ai dit, aujourd'hui, tu as une activité de conférencier, donc tu interviens pas mal en entreprise. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai toujours trouvé très, très agréable, et ça, c'est particulièrement vrai avec toi, mais c'est lié aussi, je pense, à l'esprit militaire. C'est cette humilité dans l'échange, parce que donc, tu ne te positionnes pas comme un consultant qui vient donner des conseils ou distribuer des bons et des mauvais points. C'est vraiment un partage d'expérience. Et c'est vrai que c'est assez frappant de voir l'humilité avec laquelle tu abordes ton parcours, qui, dans le contenu, est quand même assez exceptionnel. Donc, je voulais te remercier d'avoir pris un peu de temps avec nous. Et puis, je te dis à très bientôt quand on aura repris le cours normal de nos vies, dans un avion ou pour une conférence, pour parler plus en détail de tous ces sujets de leadership à certains de nos clients. Eh bien, ce sera avec grand plaisir, Philippe. Et puis, passe bien le bonjour à toute l'équipe de Team One. Hein,
Et j'aurai plaisir à passer vous voir à Toulouse au cours d'une escale. J'y manquerai pas. Écoute, bon courage à toi, bonne fin de confinement et puis à très bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.